Les lustres d'Ashford House flamboyaient de 1000 bougies, leur lumière se reflétant sur les miroirs dorés et les coupes de champagne tenues par la noblesse londonienne assemblée. Mais cet éclat ne faisait qu'accentuer les ombres qui se massaient dans les coins de la grande salle de bal, où la pluie d'automne s'abattait contre les hautes fenêtres comme des doigts accusateurs. Catherine Ashford se tenait au centre de cette assemblée scintillante, la colonne vertébrale droite comme un bouleau, les mains jointes devant elle, avec une contenance qui lui coûtait plus que quiconque ne pourrait jamais l'imaginer, tandis que son mari, Lord Edmund Ashford, vicomte d'une fortune considérable et d'une vanité encore plus grande, se tenait à 3 pas d'elle, comme si la proximité avec elle risquait de le contaminer de l'inaptitude qu'il s'apprêtait à proclamer. Les murmures avaient déjà commencé, se propageant dans la foule comme le vent dans le blé, car il était sans précédent de convoquer la société pour assister à une affaire privée, et chaque personne présente sentait l'approche du spectacle, cette variété particulière de divertissement que la noblesse consommait avec un plaisir à peine dissimulé lorsqu'il s'agissait des malheurs d'autrui. La voix d'Edmond, lorsqu'il parla, porta jusqu'au moindre recoin de la pièce avec une aisance étudiée, car il avait toujours possédé le talent d'un acteur pour la performance. « Mes lords, mesdames, je vous ai réunis ici ce soir comme témoins d'une nécessité des plus regrettables, » commença-t-il, son beau visage arborant une expression de noble souffrance que Catherine reconnut comme entièrement fausse, car elle avait vécu avec cet homme pendant 5 ans et connaissait chaque nuance de sa duplicité. « Cela me peine profondément, mais je dois déclarer devant vous tous que mon mariage avec Lady Catherine doit être dissous. Malgré tous les efforts, toutes les consultations avec les plus grands médecins d'Angleterre, elle s'est avérée incapable de me donner un héritier. Un homme de ma position ne peut permettre que sa lignée s'éteigne, que ses domaines passent à de lointains cousins, que son nom sombre dans l'oubli faute d'enfant. Par conséquent, je romps formellement notre union pour cause de stérilité. » Le mot resta suspendu dans l'air comme une malédiction, et Catherine le sentit la frapper à la poitrine avec une force physique. Bien que son expression ne changeât pas, car elle savait que cela allait arriver, pas ce soir peut-être, pas cette humiliation publique, mais elle avait senti la froideur d'Edmond grandir depuis des mois, avait vu le calcul dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait lors de ses visites de plus en plus rares dans ses appartements. La salle de bal éclata en une tempête de chuchotements, les éventails s'agitant comme des ailes de papillons, tandis que les dames se penchaient les unes vers les autres pour partager leur choc, leur pitié, leur secrète satisfaction que la tragédie ait frappé le foyer d'un autre plutôt que le leur. Le regard de Catherine balaya la mer de visages, certains sincèrement sympathiques, la plupart simplement curieux, quelques-uns ouvertement méprisants, et elle comprit à cet instant qu'elle n'était plus la vicomtesse Ashford, plus un membre respecté de la société, mais qu'elle avait été transformée par les paroles de son mari en un objet de pitié et de spéculation, une mise en garde que les mères chuchoteraient à leurs filles sur le devoir fondamental des épouses. Elle vit la main de Lady Pemberton se poser sur son propre ventre, rebondit dans un geste de protection inconsciente, vit Lord Hartwig secouer la tête avec quelque chose qui aurait pu être un regret sincère, vit Thomas, le jeune frère d'Edmond, détourner le regard dans ce qu'elle espérait être de la honte face à cette cruauté. Edmond continua de parler, de quelque chose concernant des arrangements et des règlements, du fait que Catherine serait pourvue selon son rang malgré son échec, et elle entendit sa propre inaptitude être cataloguée en termes juridiques, réduite à des questions de propriété et de livres sterling, mais elle avait cessé d'écouter car elle avait déjà pris sa décision. Elle ne resterait pas ici pour être disséquée par ces gens, n'accepterait pas la charité d'Edmond, ni ne jouerait le rôle de l'épouse défaillante, reconnaissante et repentante qu'il attendait clairement d'elle.
Lorsqu'il termina enfin son discours, et que la foule commença à se rapprocher avec sa terrible sympathie et sa curiosité voilée, Catherine se tourna sans un mot et traversa l'assemblée comme s'il n'était que des ombres, la tête haute, le pas mesuré, franchissant les portes d'Ashford House en sachant qu'elle n'y reviendrait jamais. À minuit, alors que la pluie continuait de tomber et que les domestiques chuchotaient dans les coins à propos du scandale, Catherine avait fait une seule petite malle avec les biens qu'elle avait apportés à ce mariage 5 ans plus tôt, car elle ne prendrait rien qui portait la marque d'Edmund, et était partie pour le cottage de sa défunte mère dans le Derbyshire, laissant derrière elle le titre, les bijoux, l'illusion d'appartenance, et n'emportant avec elle que les vestiges en lambeaux de sa dignité et un chagrin si vaste qu'il ressemblait à une noyade. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale, et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le cottage apparut à travers la brume matinale comme un souvenir à moitié oublié. Ses murs de pierre couverts d'un lierre qui avait poussé sauvagement dans les années qui avaient suivi le décès de la mère de Catherine, le jardin qui avait autrefois été sa fierté, maintenant livré aux ronces et à la décrépitude de l'automne. Et Catherine se tenait devant, sa petite malle à ses pieds, ayant l'impression d'avoir non seulement parcouru les 2 jours de voyage depuis Londres, mais d'avoir en quelque sorte remonté le temps jusqu'à une version d'elle-même qui existait avant que l'ambition et la société ne l'aient remodelée en Lady Ashford. La clé pendait toujours à sa chaîne autour de son cou. Elle l'avait gardée toutes ces années, malgré les suggestions subtiles d'Edmond de vendre la propriété. Son malaise à l'idée qu'elle conserve un bien indépendant de son contrôle, et lorsqu'elle la tourna dans la serrure, la porte s'ouvrit avec un grincement de gonds rouillés sur des pièces épaisses de poussière et du silence particulier d'un long abandon. Elle passa cette première journée dans une frénésie d'activité, ouvrant les fenêtres en grand malgré le froid, balayant les planchers, battant les tapis, récurant les surfaces, comme si elle pouvait nettoyer non seulement les preuves physiques de la négligence, mais aussi l'humiliation qui lui collait à la peau comme de la cendre, et à la tombée de la nuit, elle s'effondra dans le vieux lit de sa mère, les mains à vif et le corps épuisé, et pleura avec une violence qu'elle ne s'était pas permise à Londres. De grands sanglots déchirants qui secouaient tout son être jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en elle que le vide. Les jours suivants se confondirent dans un brouillard de solitude et de chagrin, car Catherine n'avait prévenu personne de l'endroit où elle se trouvait et ne recevait en retour aucune visite, et elle se déplaçait dans le cottage comme un fantôme hantant son propre passé, trouvant les livres de sa mère encore sur les étagères, son panier à couture toujours à côté de la chaise près de la fenêtre, les outils de jardin suspendus dans la petite remise où sa mère avait passé tant d'heures heureuses à cultiver la beauté de la terre. La voix intérieure de Catherine, qui avait été si soigneusement contrôlée pendant son mariage, tournait maintenant en cercles incessants de récrimination et d'analyse. 5 ans de mariage, 5 ans de déception mensuelle, 5 ans de médecin qui l'examinait avec des mains froides et des pronostics encore plus froids, 5 ans de distance croissante et de mépris à peine dissimulé de la part d'Edmond, 5 ans de ses propres prières désespérées et de remèdes sans espoir, 5 ans de son échec fondamental en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que continuation de la lignée de sa famille qui s'achèverait maintenant avec elle, parce que son corps avait trahi chaque dessein pour lequel elle avait été élevée. Les semaines passèrent ainsi, l'automne s'intensifiant jusqu'aux premières menaces de l'hiver, et Catherine ne s'aventura pas plus loin que son jardin, où elle tenta mollement de reconquérir une petite partie de la nature sauvage, bien qu'elle se retrouvât souvent simplement assise sur le banc de pierre que son père avait construit, à ne rien regarder, le temps glissant, sans marque ni deuil. C'est au cours de la 4e semaine de son exil qu'elle remarqua pour la première fois la fatigue particulière qui semblait s'installer dans ses os comme du plomb,
une lassitude qu'aucun repos ne pouvait soulager, et les nausées matinales qui la chassaient du lit pour vomir dans le pot de chambre avec une telle violence qu'elle devait s'agripper au montant du lit pour rester debout. Mais elle attribua ces symptômes au chagrin, à la manifestation physique du cœur brisé, à son corps qui cédait enfin aux peines que son esprit avait si méticuleusement cataloguées, et elle n'y pensa plus. N'imaginant jamais que son incapacité à concevoir en 5 ans de mariage aurait pu finalement, incroyablement, prendre fin dans les semaines mêmes précédant le moment où Edmund l'avait rejetée. Le duc de Rothermer arriva en matin où le givre commençait à argenter les bords du jardin négligé de Catherine, son carrosse arborant les armoiries des Blackwood, un corbeau agrippant une branche de chêne, annonçant son statut avant même qu'il n'en soit descendu, et Catherine, qui tentait d'arracher les mauvaises herbes du parterre de fleurs avec des mains tremblantes de faiblesse, leva les yeux pour voir une silhouette d'une présence si imposante qu'elle recula instinctivement, ses bottes s'accrochant aux ronces. Adrian Blackwood était grand, large d'épaules, ses cheveux noirs comme du charbon et ses yeux d'un gris troublant qui semblaient ne percevoir bien plus que ce que Catherine souhaitait révéler. Et elle le connaissait de réputation, bien qu'il n'ait jamais été formellement présenté pendant ses années à Londres, le duc de Rothermer, possesseur de vastes domaines et d'une richesse encore plus vaste, un homme qui se déplaçait dans la société avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de son approbation et qui, se souvint-elle maintenant, avec un frisson de reconnaissance, avait été autrefois l'ami le plus proche d'Edmond, avant qu'une certaine rupture non nommée ne les ait transformés en ennemis, qui refusaient même de se reconnaître lors des rassemblements publics. Il s'approcha à pas mesurés, son grand manteau parfaitement taillé, ses bottes lustrées malgré le chemin boueux, et lorsqu'il retira son chapeau et s'inclina avec une formalité impeccable, Catherine devint soudainement et douloureusement consciente de sa propre apparence, sa robe tachée de terre, ses cheveux s'échappant de leurs épingles, son visage montrant sûrement les ravages de semaines passées dans le chagrin et l'isolement. « Lady Catherine, dit-il, sa voix basse, et portant un accent qui témoignait de l'éducation et de l'autorité, je m'excuse de me présenter sans préavis. Je suis Adrian Blackwood, duc de Rothermer. J'ai récemment acheté le manoir de Blackwood, le domaine qui borde votre propriété, et j'ai jugé approprié de me présenter à ma voisine. » Catherine se força à faire la révérence malgré le vertige qui menaçait de la faire tomber, s'agrippant à sa truelle de jardin comme si elle pouvait l'ancrer à la stabilité. « Votre grâce, » réussit-elle à dire, sa voix sonnant étrange à ses propres oreilles après des semaines d'inutilisation. « Vous me trouvez en fâcheuse posture. Je ne suis pas prête à recevoir des visiteurs. » Ses yeux gris pénétrants, balayèrent son visage avec une intensité qui lui donna envie de se réfugier dans le cottage, et elle vit quelque chose changer dans son expression, un calcul ou une préoccupation qu'elle ne pouvait nommer. « Je ne requiers aucune cérémonie, Lady Catherine. Je souhaitais simplement faire votre connaissance et vous assurer que ma présence ici ne troublera pas votre quiétude. Je comprends que vous avez cherché la solitude. » Il n'y avait aucune pitié dans son ton, aucune référence au scandale qui avait sûrement dû parvenir même à ses oreilles élevées, mais Catherine décela autre chose, une connaissance peut-être, ou un respect prudent qui semblait plus troublant que la sympathie ne l'aurait été. Elle se redressa, faisant appel à la dignité qui l'avait portée à travers la salle de bal d'Ashford House. « C'est aimable à vous, votre grâce. Je suis convaincu que nous serons de cordiaux voisins, bien que je ne sois pas encline à la société pour le moment. » Il l'étudia un instant de plus, et Catherine eut la nette impression qu'il cataloguait des détails qu'elle ne pouvait dissimuler. La pâleur de sa peau, les ombres sous ses yeux, la façon dont elle se tenait,
comme si le mouvement exigeait un effort conscient, et lorsqu'il hocha enfin la tête et remit son chapeau, elle ressentit à la fois un soulagement et une étrange déception. « Si vous aviez besoin de quoi que ce soit, Lady Catherine, il vous suffirait d'envoyer un mot au manoir. Je suis à votre service. » Il s'inclina de nouveau et partit, son carrosse s'éloignant sur le chemin envahi par la végétation. Mais Catherine resta dans son jardin longtemps après sa disparition, son cœur battant à un rythme inhabituel, sentant que quelque chose dans son isolement soigneusement entretenu avait été irrévocablement perturbé par ses yeux gris et cette voix mesurée, bien qu'elle ne pût encore nommer ce qui avait changé dans l'air entre eux. La première livraison arriva 3 jours après la visite du duc, une charrette chargée de bois de chauffage fendu, soigneusement empilée et transportée jusqu'à la remise à bois de Catherine par 2 jeunes hommes qui touchèrent respectueusement leurs casquettes et partirent avant qu'elle ne puisse formuler une protestation. Lorsqu'elle découvrit la note non signée glissée sous la bûche supérieure, écrite d'une main masculine et affirmée, elle lisait simplement « L'hiver approche, vous en aurez besoin ». Et Catherine resta sur le seuil de sa porte, le papier tremblant entre ses doigts, la fierté luttant avec la reconnaissance pratique que sa propre maigre provision n'aurait jamais duré pendant les mois froids à venir. Elle composa un refus poli l'après-midi même, le scellant avec une cire qui avait appartenu à sa mère, et l'envoya par le garçon du village au manoir de Blackwood. Mais le lendemain matin apporta une autre livraison, un panier de provisions contenant de la farine, du beurre, des conserves, du thé d'une qualité qu'elle n'avait pas goûté depuis son départ de Londres, et du pain frais encore chaud du four, et cette fois la note disait « Aucune obligation, seulement une préoccupation de voisinage. R. » L'initiale se dressait, austère et intransigeante, au bas de la page, et Catherine sentit quelque chose se fissurer dans l'armure qu'elle avait construite autour de son chagrin, quelque chose de dangereux et de malvenu qui ressemblait périlleusement à de la gratitude. Pendant 1 semaine, elle hésita entre accepter et refuser, ses besoins pratiques devenant plus urgents à mesure que le froid de novembre s'intensifiait et que sa fatigue inexplicable rendait monumentales les tâches les plus simples. Lorsqu'une 3e livraison arriva, cette fois une caisse en bois contenant des livres, leurs reliures en cuir riche et leurs titres allant de la poésie à la philosophie, en passant par des romans qu'elle avait ardemment souhaité lire, mais qu'Edmund avait jugés inappropriés pour une femme de sa position. Catherine comprit enfin que le duc ne se laisserait pas dissuader par ses protestations, que sa gentillesse, quelle qu'en soit la motivation, continuerait quelle que soit sa réponse. Elle se surprit à examiner chaque volume, avec des mains qui tremblaient légèrement, passant ses doigts sur les lettres dorées, ouvrant les pages pour trouver des annotations marginales de cette même écriture affirmée, et dans les marges d'un volume de Wordsworth, quelqu'un, le duc lui-même, réalisa-t-elle, avait écrit des observations qui révélaient un esprit d'une profondeur considérable et d'une sensibilité inattendue, et elle se surprit à se demander quelle sorte d'homme remarquerait l'isolement d'une voisine et y répondrait non pas avec pitié, mais avec des provisions et de la poésie. La curiosité qui fleurit dans sa poitrine ressemblait en quelque sorte à une trahison, comme si, en s'interrogeant sur Adrian Blackwood, elle abandonnait le chagrin qui était devenu son compagnon constant, mais elle ne pouvait nier que quelque chose avait changé dans le silence oppressant du cottage. Elle se surprit à anticiper le son des roues de charrette sur le chemin, à composer des conversations dans son esprit pendant les longues soirées, à ouvrir réellement les livres et à lire à la lueur des bougies au lieu de simplement fixer le feu jusqu'à ce que le sommeil la réclame, et lorsqu'elle rédigea enfin une brève note de reconnaissance et de remerciement, gardant ces mots soigneusement formels, elle découvrit que les murs qu'elle avait érigés autour de sa douleur avaient développé leur première fissure significative, et à travers cette fissure vint non pas encore l'espoir, mais quelque chose de plus petit et de plus timide, la possibilité
que l'isolement ne soit pas le seul chemin disponible pour son cœur brisé. Le matin arriva où la contenance soigneusement entretenue de Catherine vola finalement en éclats, littéralement, alors qu'elle se penchait pour récupérer l'arrosoir à côté du portail du jardin et sentit le monde basculer. Le ciel et la terre échangeant leur place dans une rotation vertigineuse qui la fit s'effondrer sur le sol durci par le gel, sa tempe heurtant la bordure en pierre avec un craquement qui résonna dans le matin silencieux. Elle resta là, consciente mais incapable de bouger, sa vision nageant dans des taches sombres, son corps refusant d'obéir à ses ordres désespérés de se relever avant que quelqu'un ne puisse la voir dans une telle faiblesse. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres desseins, car Adrian Blackwood passait à cheval sur le chemin à ce moment précis, attiré par une impulsion qu'il prétendrait plus tard ne pas pouvoir nommer, et il la vit tomber, vit l'immobilité qui suivit, et descendit de cheval et franchit son portail avant que la pensée rationnelle ne puisse intervenir. Ses mains douces mais pressantes, alors qu'il la soulevait de la terre froide, la portant dans le cottage avec une force qui la fit se sentir en apesanteur malgré ses protestations, qui sortirent comme des murmures à peine cohérents. Il la déposa sur la banquette usée près de la cheminée, son visage sculpté par l'inquiétude, et quand elle essaya de s'asseoir, d'insister sur le fait qu'elle allait parfaitement bien, simplement fatiguée, il la fixa d'un regard qui n'admettait aucune discussion, et envoya son palefrenier chercher le docteur Hartley au village avec des instructions qui ne souffraient aucun délai, et Catherine se retrouva piégée dans son propre salon avec le duc de Rothermer agenouillé à ses côtés, pressant un linge frais sur la contusion qui se formait à sa tempe, ses yeux gris scrutant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de pleurer pour des raisons qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Le docteur Hartley arriva dans l'heure, son visage familier et buriné plissé d'inquiétude, et il chassa Adrien de la pièce avec une fermeté qui surprit Catherine. Elle n'avait pas imaginé que quelqu'un pouvait commander un duc, et mena son examen avec une efficacité pratique, posant des questions qui semblaient anodines au début, mais qui devinrent de plus en plus pointues. Quand il se rassit enfin et la regarda avec une expression mêlant étonnement et préoccupation, Catherine sentit son cœur commencer à s'emballer avec un pressentiment qu'elle ne pouvait encore nommer. « Lady Catherine, » dit-il doucement, prenant sa main dans les siennes tachetées par l'âge, « quand avez-vous eu vos dernières règles ?» La question la frappa comme un coup physique, car elle réalisa avec une horreur naissante qu'elle ne s'en souvenait pas, que le chaos du divorce et son chagrin subséquent avaient chassé de telles considérations de son esprit. Alors que le docteur Hartley continuait son interrogatoire doux, la fatigue, les nausées matinales, les vertiges, les pièces commencèrent à s'assembler avec l'inévitabilité d'un puzzle qui se complète, et quand il prononça enfin les mots « Vous êtes enceinte, ma chère, d'environ 3 mois, j'estimerais », le monde de Catherine se fractura complètement. Son esprit revint à cette unique nuit, 6 semaines avant le divorce, quand Edmund était revenu de Londres à l'improviste et était venu dans ses appartements pour la première fois en des mois. Poussée par le vin et une impulsion qu'elle n'avait pas remise en question, trop reconnaissante même pour cette intimité creuse pour s'interroger sur sa motivation. Et maintenant, elle comprenait avec une clarté qui ressemblait à une noyade qu'elle portait l'enfant d'Edmund, que la stérilité pour laquelle il l'avait répudiée était une cruelle fiction, que son corps avait finalement, incroyablement, accompli ce que 5 années d'espoir désespéré n'avaient pu réaliser. Mais le moment était catastrophique, les circonstances impossibles, et tandis que le docteur Hartley lui tapotait la main et murmurait des assurances sur sa santé et la vigueur apparente de l'enfant, Catherine ne ressentit pas de joie, mais de la terreur. Une reconnaissance suffocante que cette révélation détruirait la paix fragile qu'elle avait commencé à construire dans son exil. Quand Adrian fut autorisé à revenir dans le salon, quand ses yeux rencontrèrent les siens,
à travers la petite pièce, elle vit qu'il savait que quelque chose de profond avait changé, bien que le docteur Hartley ne lui ait parlé que d'épuisement et de la nécessité de se reposer. Et à ce moment-là, Catherine comprit que la vie qu'elle avait imaginée, solitaire, cachée, sûre dans son obscurité même, était devenue absolument impossible, car l'enfant qui grandissait en elle exigerait des choix qu'elle n'était pas prête à faire, la forcerait à retourner dans un monde qu'elle avait fui, et requérait un courage qu'elle n'était pas certaine de posséder. Les jours qui suivirent la révélation du docteur Hartley s'étirèrent devant Catherine comme un couloir sans fin de choix impossibles, chacun menant à une chambre différente de ruines potentielles, et elle se surprit à arpenter les petites pièces du cottage à toute heure, la main pressée inconsciemment sur son abdomen encore plat, son esprit ressassant des scénarios qui semblaient tous se terminer en disgrâce. Si elle le disait à Edmond, il pourrait réclamer l'enfant, et elle serait à nouveau liée à un homme qui l'avait publiquement déclaré sans valeur, ou pire, il pourrait rejeter entièrement la paternité, la traiter de menteuse, ou, pire encore, suggérer que l'enfant appartenait à un autre homme, car pourquoi sinon une femme prétendument stérile concevrait-elle soudainement, quelques semaines seulement, avant leur séparation? Si elle gardait le silence, elle mettrait au monde un enfant seul, sans nom ni protection, condamnant une vie innocente à la bâtardise et à la honte, et pourtant, la pensée de faire face à Edmund à nouveau, de voir le triomphe, le calcul, ou la froide évaluation dans ses yeux pâles, la rendait physiquement malade d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa condition. Elle n'avait pas mangé correctement depuis 3 jours, quand Adrian vint à nouveau lui rendre visite, arrivant en fin d'après-midi, alors que la lumière d'automne projetait des reflets dorés et mélancoliques à travers les fenêtres du cottage, et elle le reçut avec une contenance qui semblait fragile, comme du verre filé, offrant du thé avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Mais ses yeux gris, ses yeux pénétrants et troublants, virent immédiatement à travers sa performance, et elle le regarda cataloguer sa pâleur, les ombres sous ses yeux, la façon dont elle se tenait, comme si elle craignait de se briser. « Vous ne vous êtes pas reposé comme le docteur Hartley l'a conseillé, » dit-il doucement, et ce n'était pas une question, et Catherine sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, au doux reproche de son ton, à l'inquiétude qui semblait entièrement sincère, et donc, d'une certaine manière, plus difficile à supporter que la pitié ne l'aurait été. Elle esquiva avec une habileté consommée, parlant des affaires du ménage et du temps, le remerciant à nouveau pour sa générosité continue, tout en maintenant la distance prudente que la bienséance exigeait. Mais Adrian ne permit pas sa retraite. Et à mesure que l'après-midi s'allongeait, il l'entraîna dans une conversation avec une patience qui desserra progressivement la spirale serrée de son anxiété, parlant de livres qu'ils avaient tous deux lus, de questions philosophiques qui n'avaient pas de réponse facile, de la façon dont le chagrin pouvait transformer une personne en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus. Et Catherine se surprit à répondre avec une honnêteté qui l'étonna, les mots coulant plus librement qu'ils ne l'avaient fait depuis des mois, bien qu'elle gardât le secret central enfermé derrière des murs d'omission prudente. Quand il se leva enfin pour partir, le ciel au-dehors s'était assombri jusqu'au violet, et les premières étoiles étaient apparues comme de lointaines promesses. Il s'arrêta à la porte, sa grande silhouette se découpant sur le crépuscule naissant, et dit avec une intensité tranquille : « Quel que soit le fardeau que vous portez, Lady Catherine, vous n'êtes pas obligée de le porter entièrement seule. Je considérerai comme un privilège, et non une obligation, de vous offrir toute l'aide qui pourrait soulager votre situation. » Et elle resta figée au centre de son petit salon, le regardant partir, ces mots résonnant dans le silence soudain, avec le poids d'un vœu tacite. Et pour la première fois depuis qu'elle avait appris pour l'enfant, Catherine sentit la pression suffocante autour de sa poitrine se relâcher légèrement, sentit la possibilité que peut-être tous les chemins ne menaient pas à la ruine,
que peut-être dans ce quartier improbable, elle avait trouvé sinon le salut, du moins un havre temporaire. Et alors que l'obscurité de novembre s'installait pleinement sur la campagne, elle s'assit près du feu et s'autorisa à imaginer ce que cela pourrait signifier de faire confiance à quelqu'un à nouveau, même si la prudence murmurait que la confiance lui avait tout coûté une fois auparavant. Les semaines qui suivirent se déroulèrent avec l'inévitabilité tranquille des saisons qui tournent, novembre cédant la place aux premières gelées de décembre, et les visites d'Adrian au cottage devinrent aussi régulières que le son des cloches de l'église du village, toujours l'après-midi, lorsque la pâle lumière du soleil luttait à travers les nuages d'hiver. Catherine se surprit à anticiper ces intermèdes avec une impatience qui la réconfortait et l'alarmait à la fois, car elle ne s'attendait pas à désirer à nouveau la compagnie de quiconque, croyait que sa capacité à faire confiance avait été cautérisée par la trahison d'Edmund. Pourtant, voici le duc de Rothermer, arrivant avec des livres sous le bras, et une expression de plaisir si sincère en la voyant qu'elle ne pouvait douter de sa sincérité. Et progressivement, si progressivement qu'elle remarqua à peine la transformation, la distance formelle entre eux commença à fondre comme la glace sous le soleil de printemps. Ils parlaient de tout et de rien, leur conversation allant des théories de Locke sur les droits naturels à la meilleure méthode pour propager les rosiers, de la poésie qui faisait mal au cœur aux petites absurdités de la vie de village. Et Catherine découvrit qu'Adrian possédait non seulement un intellect formidable, mais aussi un esprit vif qui lui arrachait parfois des rires. Ce sont rares et précieux qu'elle avait cru perdu à jamais. Elle remarqua aussi comment sa condition commençait à se manifester de manière qui ne pouvait être entièrement dissimulée. Le léger arrondi de son abdomen sous ses robes simples, la façon dont elle se fatiguait plus facilement et devait s'asseoir là où elle serait restée debout auparavant. Et Adrian, toujours observateur, adaptait ses visites en conséquence, ne faisant jamais de commentaires directs, mais s'assurant qu'elle était confortablement installée avant de l'engager dans la conversation, sa courtoisie si naturelle qu'elle ressemblait à de l'attention plutôt qu'à une obligation. C'est par un après-midi particulièrement glacial, avec la neige menaçant dans le ciel gris et lourd, que leur conversation devint plus personnelle. Le feu crépitait dans l'âtre tandis qu'Adrian parlait avec hésitation de son passé, de fiançailles 5 ans plus tôt avec une femme nommée Lydia Thornton, de la façon dont Edmund Ashford avait été son ami le plus proche à l'époque, à qui il confiait ses secrets et ses affaires, et de la façon dont cette confiance avait été brisée quand Adrian avait découvert qu'Edmund avait séduit Lydia et l'avait convaincue de rompre leurs fiançailles, non par amour, mais par dépit, pour une offense imaginaire, un avantage perçu qu'Adrian avait gagné dans la société. En écoutant la douleur tranquille dans sa voix, en voyant la vieille blessure encore à vif sous son maintien ducal, Catherine comprit que son isolement reflétait le sien, qu'ils étaient tous deux des réfugiés de la cruauté désinvolte d'Edmund, et dans cette reconnaissance, quelque chose changea irrévocablement entre eux. Enhardie par sa vulnérabilité, Catherine se mit à parler de sa propre humiliation, non pas du divorce public, mais de la dégradation privée qui l'avait précédée, des années à se sentir défectueuse, brisée, incomplète, des médecins et de leurs examens invasifs, des remèdes à base de plantes et des prières, et de la froideur croissante d'Edmund chaque mois où ses règles arrivaient. Adrian écouta sans interruption, ses yeux gris fixés sur son visage, et quand elle se tut enfin, épuisée par la confession, il dit doucement « Vous n'avez jamais été celle qui était brisée, Catherine. Puis-je vous appeler Catherine ?» Et elle hocha la tête, incapable de parler au-delà du nœud dans sa gorge, et il continua « Edmund est un homme qui détruit ce qu'il ne peut posséder complètement, qui confond la cruauté avec la force. Vous lui avez survécu, et cela demande un courage qu'il ne comprendra jamais. »
À cet instant, alors que la neige commençait enfin à tomber derrière les fenêtres du cottage, Catherine sentit le poids qu'elle avait porté si longtemps s'alléger légèrement, sentit la possibilité que peut-être elle n'était pas ruinée après tout, simplement blessée, et les blessures, avec du temps et des soins, pouvaient guérir. La nouvelle arriva un matin gris de la mi-décembre, apportée par madame Campbell, qui l'avait entendue du garçon boucher qui la tenait d'un domestique de Londres, et Catherine se tenait dans la cuisine de son cottage avec la lettre tremblante entre ses mains. Non pas une lettre qui lui était adressée, mais une coupure du Times que quelqu'un avait pensé à envoyer anonymement, peut-être par malice ou par une gentillesse mal avisée, et là, en encre noire et austère, se trouvait l'annonce. Les fiançailles de Lord Edmund Ashford avec mademoiselle Arabella Worthington, fille du magnat du transport maritime Thomas Worthington, une jeune fille de 19 ans, avec une dot qui, selon la rumeur, dépassait 30 000 livres. Catherine sentit les mots la frapper comme des coups physiques, même si son esprit rationnel lui disait que cela ne changeait rien, qu'Edmund avait fait son choix des mois auparavant en la rejetant, mais la réalité de le voir officialisé, de savoir qu'il était allé de l'avant si résolument, alors qu'elle restait suspendue dans ce limbe de secrets et de décisions impossibles, provoqua une vague d'émotions si complexes qu'elle pouvait à peine les nommer toutes. Il y avait du soulagement, certainement, qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait et qu'il puisse donc la laisser en paix, mais en dessous coulaient des courants de colère face à l'injustice, qu'il soit célébré pour cette nouvelle alliance alors qu'elle avait été vilipendée pour son prétendu échec, que la société accueille son nouveau départ tout en la condamnant pour la stérilité même qu'il lui avait faussement attribuée, et plus profondément encore, dans des endroits qu'elle avait honte de reconnaître, vacillait quelque chose qui aurait pu être du chagrin, non pas pour Edmund lui-même, mais pour la jeune fille qu'elle avait été en l'épousant, pour les espoirs innocents qui avaient été lentement assassinés au cours de 5 années de froide évaluation et d'humiliation médicale. Elle se retrouva assise à la table de cuisine usée, des larmes coulant sur son visage, une main pressée sur son abdomen où l'enfant grandissait régulièrement, cet enfant impossible qui prouvait que les accusations d'Edmund étaient des mensonges, et elle réalisa, avec une clarté soudaine et cristalline, qu'elle ne pouvait plus retarder sa décision, que l'enfant n'attendrait pas que son courage rattrape sa situation. Adrian arriva cet après-midi-là, comme c'était devenu son habitude, mais Catherine entendit son approche avec quelque chose qui ressemblait à de la panique, car elle n'était pas composée, n'avait pas réparé les dégâts de ses pleurs du matin, et quand elle lui ouvrit la porte, elle vit son expression passer immédiatement du plaisir à l'inquiétude, vit ses yeux gris pénétrants, remarquer ses yeux rougis et le tremblement de ses mains, et il entra sans attendre d'invitation, fermant la porte contre le vent glacial, et dit avec une intensité tranquille « Que s'est-il passé ?» Et Catherine découvrit qu'elle ne pouvait pas dissimuler, ne pouvait pas maintenir la façade soignée qu'elle avait construite au fil des semaines de ses visites, et les mots jaillirent d'elle comme l'eau d'un barrage rompu. « Edmund est fiancé, il a trouvé son héritière et se mariera au printemps. Et je porte son enfant, votre grâce. Je le porte depuis avant le divorce, bien que je ne le savais pas. Et maintenant je dois décider quoi faire, parce que cet enfant mérite mieux qu'une mère en disgrâce et un père qui nous a abandonnés tous les deux. Mais chaque choix mène à la ruine, et je ne sais pas. » Et sa voix se brisa complètement, et elle se tint tremblante au centre de son petit salon, ayant révélé le secret qui l'avait tourmentée pendant des semaines. Et Adrian resta complètement immobile pendant un long moment, son visage impénétrable, et Catherine sentit la terreur lui serrer le cœur à l'idée de ce qu'elle pourrait y voir, du dégoût peut-être, ou du calcul, ou pire, de la pitié. Mais quand il bougea enfin, ce fut pour la guider doucement vers une chaise, pour s'agenouiller à côté afin que leurs yeux soient au même niveau, et il dit avec un calme
qui transmettait en quelque sorte une certitude absolue. Alors nous devons nous assurer que l'enfant ait tout ce qu'il mérite, protection, nom, honneur, et une mère qui n'aura plus jamais à ressentir de honte. Et Catherine le fixa à travers ses larmes, ne comprenant pas, et Adrian prit sa main avec grand soin, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile, et prononça des mots qui allaient changer le cours de leurs deux vies. « Épousez-moi, Catherine, laissez-moi vous donner, à vous et à l'enfant, ma protection, mon nom, tout ce que j'ai à offrir. Vous n'avez pas à affronter cela seul. » Catherine passa la nuit dans un état d'agitation sans sommeil, la demande en mariage d'Adrian résonnant dans son esprit avec la persistance d'une cloche d'église qui ne cesserait de sonner. Elle se leva avec l'aube hivernale pour le trouver déjà à sa porte, son carrosse attendant dans le chemin, et elle sut sans demander qu'il était venu pour sa réponse, qu'il ne laisserait plus cela en suspens, et elle le fit entrer avec des mains qui tremblaient légèrement, tandis qu'elle préparait un thé qu'aucun d'eux ne boirait. Le silence entre eux chargé d'une intensité qui rendait le petit salon du cottage incroyablement intime. Il attendit qu'elle soit assise, faisant preuve de cette patience qu'elle avait appris à reconnaître comme fondamentale à son caractère, puis il dit doucement « Je comprends que vous ayez des questions, Catherine, posez-les, et je répondrai avec une honnêteté totale. » Et elle se surprit à étudier son visage à la pâle lumière du matin, cherchant des signes de tromperie ou de motifs cachés. Et finalement, elle exprima la peur qui l'avait tenue éveillée pendant les longues heures sombres. « Pourquoi feriez-vous cela ? Vous êtes un duc, vous pourriez avoir n'importe quelle femme en Angleterre, quelqu'un sans scandale, sans l'enfant d'un autre homme. Pourquoi vous lier à ma disgrâce ?» Adrian resta silencieux un long moment, ses yeux gris tenant les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle, et quand il parla, sa voix portait un poids de réflexion, comme s'il choisissait chaque mot avec grand soin. « Il y a plusieurs réponses à cette question, certaines plus acceptables que d'autres. Je pourrais vous dire que c'est pour la justice, que vous réclamez, vous et l'enfant, comme mien serait la vengeance ultime contre Edmund, qui nous a trahis tous les deux, et il y aurait une part de vérité là-dedans, car j'avoue que l'idée de son humiliation me procure de la satisfaction. » Et Catherine sentit son cœur se serrer légèrement à cet aveu, mais Adrian continua. « Je pourrais vous dire que c'est par respect que j'ai appris à connaître votre courage et votre esprit au cours de ces semaines, que je crois que vous feriez une duchesse de réelle substance plutôt qu'un simple ornement, et cela aussi serait vrai. » Et il fit une pause, puis ajouta avec une vulnérabilité qui transforma ses traits austères, « Mais la vérité la plus complète, Catherine, c'est que je suis las d'être seul, que je suis à moitié vivant depuis la trahison de Lydia, et en votre compagnie, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu à jamais, la possibilité d'un véritable partenariat, de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui comprend que les cœurs peuvent être brisés et continuer à fonctionner, peut-être même à aimer à nouveau, bien que je ne vous demande rien de tel maintenant. » Catherine sentit des larmes lui piquer les yeux à l'honnêteté brute de ses paroles, à la solitude qu'elle reconnaissait parce qu'elle reflétait la sienne. Et pourtant son esprit pratique, aiguisé par des années à naviguer dans les manipulations d'Edmond, ne pouvait entièrement faire taire son scepticisme, et elle s'entendit demander « Et qu'attendriez-vous d'un tel mariage ? Quelle serait ma position, mes obligations ?» La réponse d'Adrian fut immédiate et claire. « Vous seriez ma femme en nom et en droit, avec toutes les protections et les privilèges que cette position implique. L'enfant serait reconnu comme le mien, élevé comme mon héritier s'il s'agit d'un fils, avec tous les avantages que je peux fournir. Quant aux obligations, je ne demanderai que ce que vous êtes prête à donner, Catherine. Je ne forcerai ni l'intimité ni l'affection, ne réclamerai pas ce qui n'est pas librement offert. Et si vous souhaitez maintenir des chambres séparées et une distance cordiale,
Je respecterai absolument cette limite. » Et quelque chose en Catherine changea à ces mots, à la compréhension qu'il lui offrait un pouvoir d'agir tout en lui offrant une protection, qu'il la voyait non pas comme un prix à réclamer, mais comme une personne ayant le droit de choisir son propre chemin, même dans les limites de leur arrangement. Et elle réalisa que son débat intérieur n'était plus entre accepter et refuser, mais entre accepter avec des murs intacts ou accepter avec la possibilité de quelque chose de plus. Et la question qui monta à ses lèvres la surprit elle-même. Et si, avec le temps, ses limites changeaient, si ce qui a commencé comme une convenance devenait autre chose, cela vous serait-il importun? Elle vit son expression se transformer, vit l'espoir s'allumer dans ses yeux comme une flamme prenant feu. Et il dit avec un calme qui transmettait en quelque sorte une sincérité absolue. « Catherine, rien ne serait plus bienvenu. Mais je ne vous presserai pas, n'assumerai ni n'exigerai rien. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra pour que vous vous sentiez assez en sécurité pour faire confiance à nouveau. » Et à cet instant, assise dans le cottage de sa mère, avec la lumière d'hiver filtrant par les fenêtres et son avenir en suspens, Catherine prit sa décision, bien qu'elle dit doucement. « J'ai besoin de 3 jours pour réfléchir pleinement, pour être certaine que c'est juste pour l'enfant et pour nous deux. Pouvez-vous m'accorder ce temps ?» Et Adrien se leva, prit sa main avec une infinie douceur et répondit « Prenez le temps dont vous avez besoin, je ne vais nulle part. » Les 3 jours que Catherine avait demandés s'étirèrent devant elle comme une éternité, et pourtant passèrent avec une rapidité effrayante. Elle se surprit à observer Adrien d'un œil nouveau lors de ses visites, regardant non seulement ce qu'il disait, mais ce qu'il faisait, comment il se mouvait dans le monde quand il se croyait inobservé. Le 2e jour, elle observa depuis la fenêtre de son cottage comment il s'arrêta pour aider Madame Kemple avec sa roue de charrette cassée, s'agenouillant dans le chemin boueux sans se soucier de son beau manteau, ses mains travaillant aux côtés de l'apprenti forgeron avec une compétence aisée, et elle vit comment il parlait au garçon avec respect plutôt qu'avec condescendance, comment il glissa des pièces dans la main de la veuve malgré ses protestations. Et quelque chose dans la poitrine de Catherine se desserra à la preuve d'une gentillesse authentique plutôt que d'une noblesse de façade. Ce soir-là, une tempête arriva du nord, une de ces tempêtes de décembre qui teintaient le ciel d'un violet contusionné et envoyaient la pluie s'abattre contre les fenêtres avec une insistance violente. Adrien prenait congé lorsque les premières gouttes commencèrent à tomber, mais en quelques minutes, le déluge fut tel que Catherine ne pouvait en conscience le renvoyer à son domaine, et elle se surprit à lui offrir l'abri avec un mélange de convenance et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui murmurait que c'était une sorte de test, une chance de voir ce qui se cachait sous la courtoisie soignée qu'ils avaient maintenue. Il accepta avec un soulagement visible, et ils se retrouvèrent dans l'étrange intimité d'une soirée imprévue, la tempête faisant rage à l'extérieur, tandis que le feu brûlait doucement dans l'âtre du cottage. Ils parlèrent pendant les longues heures, alors que le vent hurlait et que la pluie tambourinait son rythme incessant sur le toit, parlèrent de manière qu'ils ne s'étaient pas permises auparavant. Adrien parla de son enfance, d'un père dont les attentes avaient été écrasantes, et d'une mère morte trop jeune, de la solitude d'hériter d'un duché à 23 ans et d'apprendre que son titre faisait de lui à la fois l'homme le plus recherché et le plus isolé de n'importe quelle pièce. Catherine se surprit à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute, les petites humiliations de son mariage avec Edmond, la façon dont il la regardait sans la voir, les médecins qui l'avaient examinée comme du bétail et l'avaient déclarée déficiente, et elle vit dans les yeux d'Adrien non pas de la pitié, mais de la reconnaissance, la compréhension d'une âme blessée en reconnaissant une autre. Quelque part après minuit, alors que la tempête atteignait son apogée, Catherine réalisa que ce qu'elle ressentait n'était pas de la gratitude ou même du respect,
mais quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui ressemblait aux premières pousses timides d'une affection sincère. Et elle comprit avec une clarté soudaine qu'elle pourrait construire une vie avec cet homme, que le mariage qu'il offrait n'avait pas besoin d'être simplement une transaction, mais pourrait devenir quelque chose de réel, s'ils étaient tous deux assez courageux pour le laisser faire. Lorsque l'aube se leva, pâle et aqueuse sur le paysage détrempé, Catherine prépara le thé en silence, tandis qu'Adrien se tenait à la fenêtre, regardant les nuages en retraite. Elle vint se tenir à côté de lui, leurs épaules se touchant presque, et dit doucement, mais avec une certitude absolue. « J'ai ma réponse, votre grâce. Si votre offre tient toujours, je l'accepte, mais je dois vous dire mes conditions. » Et il se tourna vers elle, avec un espoir si transparent que son cœur lui fit mal, et elle continua. « Je ne prétendrai pas à des sentiments que je n'ai pas encore, n'offrirai pas de fausse affection par obligation, mais je vous promets l'honnêteté, le partenariat, et la possibilité que ce qui commence comme un arrangement puisse devenir quelque chose de vrai. » Et la réponse d'Adrien fut de prendre sa main avec une infinie douceur et de dire « C'est plus que ce que j'osais espérer, Catherine. L'honnêteté et la possibilité sont des fondations suffisantes sur lesquelles construire. » Ainsi fut-il décidé, là, dans le cottage de sa mère, avec la lumière du matin lavée par la tempête filtrant à travers les fenêtres, qu'il se marierait, et se marierait vite, avant que sa condition ne devienne impossible à dissimuler, avant que l'un ou l'autre ne puisse se réfugier dans le doute. Et Catherine sentit la peur et l'espoir se battre dans sa poitrine à parts égales, mais sous les deux se trouvait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, le sentiment de choisir son propre chemin, plutôt que de simplement subir celui que les autres lui avaient imposé. Le mariage eut lieu 5 jours plus tard dans la petite église du village, un bâtiment en pierre aux fenêtres étroites qui ne laissait entrer que de minces filets de lumière hivernale. Catherine portait une simple robe gris tourterelle qui dissimulait sa condition, tandis qu'Adrien était vêtu de laine sombre, plutôt que de la splendeur cérémonielle que son rang aurait pu exiger. Les seuls témoins étaient le vicaire, sa femme, et 2 serviteurs qu'Adrien avait fait venir de son domaine, des gens dont il avait une confiance absolue en la loyauté. Catherine sentit l'étrangeté de tout cela en prononçant ses vœux d'une voix qui tremblait à peine, cette cérémonie discrète, si radicalement différente de son premier mariage, avec ses foules, ses fleurs et son petit déjeuner élaboré. Et elle se demanda si la simplicité n'était pas en quelque sorte plus honnête, plus fidèle à ce qu'il se promettait réellement, non pas la passion ou la romance, mais le partenariat et la protection, une transaction rendue sacrée par un besoin mutuel et un espoir timide. La main d'Adrien était ferme lorsqu'il lui passa la bague au doigt, un lourd anneau d'or serti de saphir qui avait appartenu à sa grand-mère, et lorsque le vicaire les déclara mari et femme, Adrien lui embrassa la joue avec une telle douceur attentionnée que la gorge de Catherine se serra. Puis ce fut fait, elle était la duchesse de Rothermer, et ils signèrent le registre dans la sacristie, tandis que le grésil commençait à tinter contre les fenêtres comme le son du temps lui-même, marquant cette transformation. En moins d'1 heure, elle se retrouva dans le carrosse d'Adrien, parcourant la courte distance jusqu'à Rothermer Hall, le grand domaine qu'elle n'avait aperçu que de loin pendant ses mois au cottage. Alors qu'ils approchaient par la longue allée bordée de chênes nus, elle sentit son anxiété se cristalliser en quelque chose qui ressemblait presque à de la panique, car c'était réel maintenant, irrévocable, et elle entrait dans une vie qu'elle n'avait pas imaginée même 15 jours auparavant. Le hall lui-même était magnifique, de cette manière austère des anciennes maisons nobles, tout en pierre grise et fenêtres à meneaux, le lierre grimpant sur les murs malgré le froid de l'hiver. Adrien l'aida lui-même à descendre du carrosse et dit doucement « C'est votre maison maintenant. » Catherine
J'ai donné des instructions pour que l'on vous obéisse en toutes choses, que votre parole soit loi ici autant que la mienne. » Et elle entendit dans son ton à la fois la formalité et quelque chose de plus profond, un désir de lui donner le pouvoir d'agir qui lui avait manqué dans son premier mariage. Elle hocha la tête, ne faisant pas encore confiance à sa voix, et ensemble, ils entrèrent dans le grand hall où le personnel s'était rassemblé pour rencontrer leur nouvelle maîtresse. Catherine se força à se tenir droite et à accuser réception de chaque présentation avec la grâce que sa mère lui avait inculquée depuis l'enfance, bien qu'elle se sentît comme une imposture, jouant un rôle pour lequel elle n'avait pas correctement répété. Adrian lui fit visiter lui-même les pièces principales, les salons de réception, la bibliothèque et le salon de musique, et enfin, en haut du grand escalier, l'aile familiale où il ouvrit une porte pour révéler une suite d'appartements qui lui coupa le souffle, tout en soie ivoire et en acajou poli, un feu brûlant déjà dans l'âtre et des roses d'hiver disposées sur le secrétaire. Il dit « Celles-ci sont à vous, entièrement à vous. Mes appartements sont derrière cette porte communicante, qui restera verrouillée à moins que vous n'en décidiez autrement. Et j'ai fait placer la clé de votre côté, afin que vous seul en contrôliez l'accès. » Catherine se tourna pour le regarder, cet homme qui était maintenant son mari, et vit sur son visage à la fois le désir et la retenue, la tension de vouloir et de refuser de prendre, et elle comprit qu'il tenait sa promesse, qu'il attendrait son invitation, peu importe le temps que cela prendrait, ou même si elle ne venait jamais. Elle dit doucement « Merci, Adrian, pour tout cela, pour m'avoir donné le choix quand je n'en avais aucun. » Et il s'inclina légèrement et répondit « Je ne désire que votre confort et votre sécurité, Catherine. Le reste viendra ou non, selon le temps et la fortune. » Puis il se retira dans ses propres appartements, et Catherine se retrouva seule dans ses magnifiques nouvelles pièces. Elle s'enfonça dans le fauteuil près du feu et se laissa pleurer, bien qu'elle n'aurait pu dire si les larmes étaient de chagrin, de soulagement, ou simplement la libération d'une tension insupportable. Dehors, le grésil se transforma en neige, et l'hiver s'installa sur Rothermer avec le poids d'un souffle retenu. Et Catherine sut qu'elle et Adrian étaient entrés dans un espace liminal, ni vraiment ensemble ni entièrement séparés, et que la manière dont ils sortiraient de cette cohabitation prudente déterminerait si leur mariage resterait un simple arrangement ou se transformerait en quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Les mois qui suivirent leur mariage discret se déroulèrent avec l'étrange qualité d'un rêve à moitié remémoré, et Catherine se retrouva à habiter une vie qui était à la fois plus confortable et plus troublante que tout ce qu'elle avait connu. Adrian était d'une courtoisie sans faille, d'une manière qui lui serrait la poitrine d'un désir confus, toujours présent mais jamais imposant, toujours attentif mais jamais présomptueux. Alors que janvier cédait la place à février et que son corps s'arrondissait avec l'enfant qu'elle portait, elle devint aiguement consciente de chaque petit geste qu'il faisait, la façon dont sa main trouvait le creux de ses reins lorsqu'elle montait les escaliers, la stabilisant sans commentaire, la façon dont ses yeux la suivaient à travers les pièces avec une expression qu'elle ne pouvait tout à fait nommer, un mélange d'inquiétude et de quelque chose de plus profond et de plus dangereux qu'aucun d'eux ne reconnaissait dans les heures diurnes prudentes de leur cohabitation. Elle découvrit son caractère par fragments, comme si elle assemblait une mosaïque à partir de carreaux épars, et chaque nouvelle révélation modifiait sa compréhension de l'homme qu'elle avait épousé. Elle apprit qu'il se rendait au village tous les jeudis pour examiner les demandes des métayers qui avaient besoin d'aide, qu'il avait discrètement payé la reconstruction de 3 cottages endommagés par les tempêtes d'automne, qu'il correspondait avec des réformateurs agricoles pour améliorer les rendements des cultures, afin que ces métayers puissent prospérer plutôt que simplement survivre. Une fois, elle le surprit dans la bibliothèque, en train de lire pour le petit-fils de la gouvernante, un garçon de 7 ans qui apprenait ses lettres, et la voix d'Adrian
était si patiente et chaleureuse que Catherine se retira sans être vue, son cœur battant étrangement vite à la reconnaissance que cet homme contenait des multitudes qu'elle n'avait pas imaginées, des profondeurs de bonté qu'il semblait cacher au monde comme si la douceur était une faiblesse à dissimuler. Le soir, ils dînaient ensemble dans la petite salle à manger familiale plutôt que dans la salle d'apparat, et leur conversation portait sur la littérature, la philosophie et la gestion du domaine. Catherine se surprit à attendre ces heures avec une anticipation qui l'effrayait, car elle comprenait que ce qu'elle ressentait passait dangereusement de la gratitude et du respect à quelque chose qui ressemblait périlleusement à une véritable affection. Elle se surprenait à regarder la lumière du feu jouer sur ses traits et à se demander ce que ce serait si leur arrangement était réel à tous égards, plutôt que cette performance soignée d'un mariage sans intimité. Et cette pensée lui faisait monter le rouge aux joues, et elle détournait le regard, se rappelant qu'il lui avait offert la protection, non la passion, le partenariat, non l'amour, et qu'elle ne devait pas présumer plus que ce qui avait été promis, ni l'accabler de sentiments qu'il n'avait pas invités et qu'il pourrait ne pas vouloir. L'enfant bougeait en elle maintenant avec une vigueur croissante, de petits frémissements qui devinrent des coups nets. Une fois, pendant le dîner, elle haleta à un mouvement particulièrement fort, et Adrian fut à ses côtés instantanément, sa main planant près d'elle, mais sans la toucher, lui demandant si elle avait besoin du médecin, si elle souffrait. Elle avait pris sa main sans réfléchir et l'avait placée contre son ventre, où le bébé donna un autre coup. Et elle regarda son visage se transformer d'émerveillement, ses yeux s'écarquillant et son souffle se coupant. Pendant un instant, la distance prudente entre eux se dissolut entièrement, et ils n'étaient que deux personnes s'émerveillant du mystère de la vie, puis il retira sa main et recula, et les murs se dressèrent à nouveau. Mais Catherine resta éveillée cette nuit-là, pensant à l'expression qu'elle avait vue, au désir et à la tendresse nue, et elle comprit que peut-être elle n'était pas seule dans cette dérive dangereuse vers des sentiments qui ne faisaient pas partie de leur accord initial. Mais cette connaissance ne fit que la rendre plus prudente, plus effrayée, car s'ils voulaient tous deux plus, mais qu'aucun n'osait tendre la main, ils pourraient passer des années dans cet espace liminal, mariés mais séparés, ensemble mais seuls. Alors que février se tournait vers mars et que son terme approchait, Catherine se retrouva prise entre l'espoir et la peur, se demandant si la naissance de l'enfant briserait enfin l'équilibre prudent qu'ils avaient maintenu, ou si elle ne ferait que construire les murs plus hauts. Dehors, les premiers crocus perçaient le sol gelé, petit présage courageux du printemps qui semblait murmurer que la transformation était possible, que l'hiver ne durait pas éternellement, si seulement on avait assez de courage pour tendre la main vers la lumière. Les douleurs commencèrent par un après-midi gris de mars, alors que Catherine se tenait dans la serre, examinant les premières tulipes qui venaient de commencer à fleurir. Au début, elle prit la sensation de resserrement pour les inconforts ordinaires auxquels elle s'était habituée. Mais une deuxième vague arriva, plus forte et plus basse, et elle s'agrippa au bord de la table de plantation, comprenant avec une clarté soudaine et cristalline que quelque chose n'allait pas, que c'était trop tôt de près d'un mois, et trop violent pour être les premiers frémissements que la sage-femme avait décrits. Elle parvint à atteindre le cordon de la sonnette avant que la troisième contraction ne la plie en deux, et en quelques instants, la maisonnée éclata en un chaos contrôlé, les serviteurs courant chercher la sage-femme et le médecin, tandis qu'Adrian apparaissait d'où il se trouvait et saisissait la situation d'un seul coup d'œil. Catherine vit son visage se vider de toute couleur alors qu'il se déplaçait à ses côtés et disait « Je suis là, Catherine, je suis là, tu n'es pas seule. » Et elle voulut lui dire de partir, que c'était une affaire de femme et qu'il n'était pas approprié qu'il en soit témoin. Mais une autre douleur la déchira, et elle se retrouva à serrer sa main avec une force désespérée, tandis qu'il soutenait son poids et ordonnait qu'on prépare immédiatement ses appartements. Les heures qui suivirent
se brouillèrent en un cauchemar de douleur et de peur. Le visage de la sage-femme devint de plus en plus grave à mesure que le travail avançait mal, le bébé arrivant trop tôt et mal positionné, et Catherine entendit la femme conférer à voix basse et pressante avec le médecin qui était finalement arrivé. À travers le brouillard de sa souffrance, elle comprit qu'elle pourrait mourir ici, que les femmes mouraient tout le temps en couche et qu'elle avait été sotte de se croire exempte de ce danger ancien. La pensée de quitter cette vie juste au moment où elle commençait à y trouver le bonheur semblait insupportablement cruelle, mais une autre contraction la saisissait et il n'y avait plus de place pour la philosophie, seulement la réalité animale de la douleur et le besoin désespéré de survivre. Adrian refusa de partir malgré les protestations scandalisées de la sage-femme, et Catherine était au-delà de se soucier de la bienséance, au-delà de se soucier de quoi que ce soit, sauf de l'encre de sa présence. Elle vit que son sang-froid légendaire s'était complètement brisé, que ses mains tremblaient lorsqu'il lui essuyait le front avec des linges frais, et que sa voix se brisait lorsqu'il murmurait des encouragements. Une fois, entre deux contractions, elle ouvrit les yeux pour le trouver en prière. Cet homme qui lui avait dit un jour qu'il avait perdu la foi des années auparavant, et elle comprit que sa terreur pour elle était absolue et non dissimulée, et quelque chose dans sa poitrine se fendit à la reconnaissance qu'elle comptait pour lui, qu'elle comptait vraiment d'une manière qui allait bien au-delà du devoir, de l'arrangement ou même de l'amitié. Quand le bébé arriva enfin dans les heures sombres avant l'aube, ce fut avec une vague d'agonie qui fit hurler Catherine malgré sa détermination à maintenir sa dignité. Puis soudain, il y eut un soulagement et le mince gémissement d'un nourrisson. La sage-femme disait « Un fils, votre grâce, vous avez un fils ». Et la vision de Catherine se brouilla de larmes et d'épuisement alors qu'on plaçait la minuscule créature vagissante sur sa poitrine. Il était si petit, effroyablement petit, sa peau légèrement bleutée et ses cris faibles, et le médecin faisait des choses qu'elle ne pouvait pas tout à fait suivre, tandis qu'Adrian se tenait figé près du lit, regardant l'enfant avec une expression de tel émerveillement et de telle peur que le cœur de Catherine se retourna. Elle murmura « Adrian », et il s'agenouilla près du lit et toucha la minuscule main du bébé d'un doigt prudent et dit d'une voix rauque d'émotion « Il est parfait, Catherine, il est absolument parfait. » Puis ses yeux rencontrèrent les siens, et elle y vit tout ce qu'il n'avait jamais dit, tous les murs prudents finalement démolis par l'extrémité de cette nuit, et il dit « J'ai cru que j'allais te perdre, j'ai cru. » Et sa voix se brisa complètement, et il pressa son front contre son épaule, et elle sentit ses larmes mouiller sa peau, et elle leva sa main libre vers ses cheveux, et dit doucement « Je suis là, nous sommes tous les deux là. » Et le bébé se calma entre eux, comme s'il sentait l'importance de ce moment. Adrian releva la tête et la regarda avec une telle intensité que le souffle de Catherine se coupa, et il dit « Je t'aime depuis que je t'ai vu pour la première fois, il y a des années, à un autre bal où tu dansais avec Edmond et souriais à quelque chose qu'il disait, et j'ai pensé que je n'avais jamais vu personne d'aussi belle, d'aussi pleine de grâce, et je t'ai aimé à chaque instant depuis, à travers ton mariage, ta souffrance et ton exil, et je t'ai épousé, non par devoir ou par vengeance, mais parce que je ne pouvais supporter de te voir lutter seule alors que j'avais le pouvoir de te protéger, et cet enfant est le mien maintenant de toutes les manières qui comptent, le mien parce que tu es mienne, si tu veux de moi, si après tout cela je peux oser espérer. » Et Catherine pleurait ouvertement maintenant, toute la retenue prudente de leurs mois ensemble se dissolvant dans la vulnérabilité brute de cette confession, et elle dit « Oui, Adrian, oui, je veux de toi, je t'ai, je suis tombée amoureuse de toi jour après jour, sans oser le nommer, et j'avais si peur que tu ne me vois jamais comme autre chose qu'une obligation, mais je t'aime, je t'aime. » Et il l'embrassa alors
avec une tendresse infinie malgré le hoquet de surprise de la sage-femme, l'embrassa tandis que le bébé reposait entre eux et que l'aube commençait à poindre derrière les fenêtres, et Catherine goûta le sel, la promesse et le début de quelque chose qu'elle avait cru perdu à jamais, la possibilité d'être aimée, non pas pour le devoir, l'apparence ou les enfants qu'elle pourrait porter, mais pour elle-même, pour la femme qu'elle était, sous tous les rôles et les attentes. Quand Adrian se retira enfin, ses yeux brillaient de larmes et de joie, et il murmura « Ma femme, mon amour, ma Catherine », et elle sut que quoi qu'il advienne ensuite, ils y feraient face ensemble, vraiment ensemble, et que l'arrangement prudent qu'ils avaient maintenu s'était enfin transformé en quelque chose de réel, de féroce et digne de chaque instant de douleur qu'il avait fallu pour atteindre ce point de rupture où l'honnêteté pouvait enfin s'épanouir. Le bonheur qui avait fleuri dans le sanctuaire tranquille des appartements de Catherine dura précisément 9 jours avant que le monde ne s'y misse avec toutes ses dures complications. La nouvelle s'était répandue à travers le réseau complexe des serviteurs et des ragots du village que la duchesse de Rothermer avait accouché d'un fils, et la nouvelle voyagea avec la rapidité inévitable d'un feu sur de l'herbe sèche jusqu'à atteindre Londres et les oreilles de Lord Edmund Ashford, qui profitait de l'attention renouvelée que lui valaient ses fiançailles avec mademoiselle Arabella Hartfield, la fille d'un banquier dont la fortune restaurerait ses domaines chancelants. Catherine se trouvait dans la nurserie avec le bébé lorsqu'elle entendit l'agitation en bas, des voix élevées dans le hall d'entrée qui montaient à travers l'ancienne maison, et elle reconnut le ton d'Edmund avant même que la porte ne s'ouvre brusquement et qu'Adrian n'apparaisse avec une lueur de meurtre dans les yeux, disant d'une voix tendue « Il est là, il exige de vous voir, vous et l'enfant, et Catherine, j'ai besoin que vous me disiez ce que vous voulez que je fasse, car je suis dangereusement près de le tuer sur le champ. » Elle avait su que cette confrontation viendrait un jour, l'avait rejouée dans son esprit pendant des nuits blanches, mais la réalité la fit quand même trembler des mains, alors qu'elle plaçait soigneusement le bébé dans son berceau, redressait les épaules et disait avec plus de calme qu'elle n'en ressentait. « Je le verrai, mais tu seras avec moi. Et Adrian, il n'a aucun pouvoir ici, plus maintenant. » Et elle vit quelque chose de féroce et de protecteur s'embraser dans les yeux de son mari, alors qu'il hochait la tête et lui offrait son bras. Ensemble, ils descendirent les escaliers jusqu'au salon où Edmund attendait, arpentant la pièce comme un animal en cage. Il se retourna quand ils entrèrent, et Catherine vit qu'il avait l'air plus vieux, plus dur, avec des rides de dissolution autour de la bouche et des yeux qui témoignaient de trop d'alcool et de trop peu de sommeil. Le regard d'Edmund se posa immédiatement sur sa silhouette, encore rebondie, et son expression se tordit d'un mélange de triomphe et de rage, alors qu'il disait sans préambule « Vous étiez enceinte quand je vous ai répudié, vous m'avez délibérément trompé, et cet enfant est mien par la loi et par le sang, et je suis venu réclamer ce qui est ma propriété de droit. » Catherine sentit Adrian se raidir à ses côtés, mais elle s'avança légèrement, trouvant sa voix et son courage d'une manière qu'elle n'avait jamais réussi à trouver pendant leur mariage, et elle dit clairement « Vous m'avez déclaré stérile devant toute la société, vous m'avez humilié et chassé sans provision ni protection, vous ne vouliez rien avoir à faire avec moi ou un éventuel enfant, et vous n'avez aucun droit ici, Edmund, absolument aucun. » Elle vit son visage s'assombrir de fureur alors qu'il se tournait vers Adrian et grondait. « Vous avez planifié cela, n'est-ce pas? Vous l'avez épousée, sachant qu'elle portait mon héritier juste pour me contrarier, pour voler ce qui devrait être à moi. Et par Dieu, je vous traînerai en justice, j'exposerai cette conspiration et je réclamerai mon fils. » Mais la voix d'Adrian, quand il parla, était froide comme le givre d'hiver, et 2 fois plus tranchante,
alors qu'il disait « Vous ne ferez rien de tel, Edmund, car j'ai pris la liberté d'enquêter sur vos affaires de manière assez approfondie ces derniers mois, et j'ai découvert des informations fascinantes sur vos dettes. Vous devez près de 30 000 livres à divers créanciers, certains d'entre eux assez peu recommandables. Et vous avez falsifié vos comptes auprès du père de votre fiancé, et j'ai la documentation de tout cela, et si vous tentez une action en justice contre ma femme ou mon fils, je veillerai à ce que chaque scandale, chaque dette impayée, chaque mensonge soit rendu public, et vos fiançailles se dissoudront, et vous ferez probablement face à des poursuites pénales pour fraude. » Catherine vit la couleur quitter le visage d'Edmund, alors que tout le poids de sa situation devenait clair, le regarda passer d'elle à Adrian et comprendre qu'il avait déjà perdu, que le pouvoir qu'il avait autrefois sur elle avait disparu, consumé par la protection d'un homme qui l'aimait et le poids juridique d'un duché qui surpassait de loin un simple vicomté. Les épaules d'Edmund s'affaissèrent légèrement avant que sa fierté ne se réaffirme et qu'il ne crache. « Vous vous méritez l'un l'autre, la femme stérile et le duc amer, mais cet enfant est toujours le mien par le sang, et vous ne pouvez pas changer cela. » Et Catherine se surprit à rire, un son sans humour mais plein de force, et elle dit « Le sang ne signifie rien sans l'amour, Edmund, et vous n'avez jamais compris cela. Il n'est pas votre fils d'aucune manière qui compte, et vous devez partir maintenant et ne jamais revenir. » Ils restèrent en tableau pendant un long moment, le poids de l'histoire et de la trahison épais dans l'air entre eux, puis Edmund tourna les talons et sortit de la pièce à grandes enjambées. Catherine entendit la porte d'entrée claquer avec une finalité qui ressemblait à la clôture d'un chapitre. Elle vacilla légèrement et Adrien la rattrapa immédiatement, la serrant contre lui tandis qu'elle tremblait des suites de l'adrénaline et du soulagement, et il murmura contre ses cheveux « Tu as été magnifique, Catherine, absolument magnifique. » Et elle s'accrocha à lui et pensa que peut-être elle devenait enfin la femme qu'elle avait toujours espéré être, assez forte pour défendre ce qui comptait, assez courageuse pour revendiquer son propre bonheur malgré les fantômes qui hantaient son passé. Adrien prit sa décision ce soir-là même, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la bibliothèque, le bébé endormi dans les bras de Catherine. Il dit avec une détermination tranquille « Nous ne pouvons pas vivre dans l'ombre en attendant qu'Edmund frappe à nouveau. Nous devons prendre l'offensive et contrôler le récit avant qu'il ne tente d'empoisonner la société contre nous. » Catherine sentit son estomac se nouer d'appréhension, même si elle reconnaissait la sagesse de ses paroles. 3 jours plus tard, les invitations furent envoyées sur du papier crème épais bordé d'or, convoquant la crème de la société à un grand bal à Rothermere House, à Londres. Catherine regarda les préparatifs se dérouler avec une terreur croissante, car elle n'avait pas fait face au grand monde depuis son humiliation, ne s'était pas tenue devant le jugement collectif de ces foules scintillantes qui avaient été témoins de sa disgrâce, et la pensée de le faire maintenant, avec toute la vérité compliquée de sa situation, lui donnait envie de fuir à la campagne et de se cacher pour toujours. Mais Adrien fut patient et constant en l'aidant à se préparer, engageant une modiste qui créa une robe de soie saphir profond qui rendait ses yeux lumineux et sa silhouette royale, malgré la douceur qui restait de l'accouchement. Il lui donna un collier de diamants qui avait appartenu à sa mère, avec une tendresse qui lui fit piquer les yeux. La nuit du bal arriva avec l'inévitabilité d'une marée, et Catherine se tenait en haut du grand escalier de Rothermere House, regardant les invités assemblés qui étaient venus par curiosité, par loyauté ou par simple incapacité à refuser une invitation ducale. Elle vit des visages familiers de sa vie passée, des femmes qui l'avaient autrefois appelée amie et des hommes qui avaient dansé avec elle, et elle vit la spéculation dans leurs yeux et les chuchotements derrière les éventails.
Adrien prit sa main, la serra doucement et murmura « Vous êtes la duchesse de Rothermer, vous êtes ma femme, et vous n'avez rien à vous reprocher. » Et ensemble, ils descendirent dans le chaos scintillant de la salle de bal où les lustres flambaient, la musique enflait et l'air bourdonnait de ragots à peine contenus. Catherine traversa la soirée dans un état de conscience accrue, conversant avec des matrones qui la considéraient avec tout, de la sympathie à la suspicion, dansant avec Adrian une valse qui ressemblait à une déclaration publique. Elle savait que tout le monde attendait quelque chose, une révélation ou un scandale. Elle vit Edmond arriver au milieu de la soirée, le visage dur, et sa fiancée, notoirement absente. Il se positionna près du buffet, les observant avec une malice à peine dissimulée. Catherine sentit le poids de l'histoire l'écraser jusqu'à ce qu'Adrien lui touche le coude et la guide au centre de la pièce où l'orchestre s'était arrêté. Il leva la main pour demander le silence, et la foule se tut avec l'obéissance rapide accordée au pouvoir et au rang. La voix d'Adrien résonna, claire et autoritaire, alors qu'il disait « Mes lords et mesdames, je vous ai invités ici ce soir pour partager ma profonde joie et pour faire une annonce qui concerne l'avenir de la lignée des Rothermer. » Le cœur de Catherine battait la chamade contre ses côtes, tandis qu'Adrien continuait, sa main ferme dans le creux de son dos. « La duchesse de Rothermer m'a béni d'un héritier, un fils né en bonne santé et fort, et je le revendique publiquement et fièrement comme le mien, comme le futur duc de Rothermer, et je me dresserai contre tout homme qui contestera sa légitimité ou sa place dans cette famille. » La salle de bal éclata dans un chaos de halètements et de chuchotements frénétiques. Catherine vit le visage d'Edmund se tordre de rage et d'humiliation, et elle en vit d'autres calculer le timing et la bienséance, mais elle vit aussi la marquise douairière de Westbrook, une femme dont l'opinion avait le poids de décennies, s'avancer et dire clairement « Je vous félicite tous les deux, vos grâces, l'enfant est béni d'avoir des parents si dévoués. » Son approbation fut comme une rupture de barrage, et d'autres voix s'élevèrent en accord. Adrien se tourna vers Catherine et lui baisa la main avec une cérémonie délibérée, et elle comprit qu'il venait de réécrire leur récit devant tous ceux qui comptaient, qu'ils l'avaient revendiqué. Elle et son fils, avec une finalité qui transcendait la biologie ou le scandale. Quand elle osa regarder Edmund à travers la pièce, elle vit qu'il était devenu pâle et immobile, et elle sut avec une certitude absolue que son pouvoir de la blesser était enfin irrévocablement brisé, écrasé sous le poids de l'autorité ducale d'Adrian et de la déclaration publique qui rendait James intouchable. Elle sentit quelque chose comme des ailes se déployer dans sa poitrine, la première véritable bouffée de liberté qu'elle avait prise depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Le matin après le bal se leva, froid et lumineux, et Catherine se réveilla avec la sensation particulière d'avoir franchi un seuil invisible d'où il ne pouvait y avoir de retour. À midi, les cartes de visite avaient commencé à arriver en si grand nombre que le majordome d'Adrian semblait positivement dépassé en les présentant sur un plateau d'argent. Catherine s'assit dans le salon, le cœur dans la gorge, en triant les noms, en voyant certains qu'elle avait attendus et d'autres qui la surprirent par leur présence ou leur absence remarquée. Adrian apparut à ses côtés avec du thé et dit doucement « Vous n'êtes pas obligée de recevoir qui que ce soit que vous ne souhaitez pas voir, Catherine. Vous êtes la duchesse de Rothermer, et cela vous donne le privilège de choisir. » Mais elle secoua la tête, redressa sa colonne vertébrale et dit « Non, je dois y faire face. Je dois leur montrer que je n'ai pas honte. » Et ainsi l'après-midi se déroula en une série de visites qui ressemblaient à de petits procès, chacun testant son sang-froid et sa résolution de différentes manières. La marquise douairière de Westbrook vint la première, son visage âgé aimable et ses mots soigneusement choisis, alors qu'elle disait «
J'ai connu trop de femmes détruites par la cruauté d'hommes qui les blâmaient pour des circonstances indépendantes de leur volonté. Et je vois en vous une force qui mérite le soutien plutôt que la censure. » Et son approbation porta un poids qui se répercuta sur les visites suivantes. Lady Pemberton arriva avec une curiosité à peine voilée et repartit avec un respect réticent après que Catherine eut répondu à ses questions indiscrètes avec une dignité constante. Madame Hartwell, qui avait été autrefois l'amie la plus proche de Catherine avant le divorce, vint avec des larmes aux yeux et des excuses aux lèvres, disant « J'aurais dû écrire, j'aurais dû rendre visite, j'ai été une lâche, et je suis désolée. » Et Catherine découvrit que le pardon venait plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé, car elle comprenait maintenant la peur paralysante de la ruine sociale qui gouvernait tant de vies. Mais il y eut aussi les affronts, délibérés et vifs, les dames qui avaient accepté l'invitation au bal, mais qui avaient manifestement omis de se présenter par la suite, et Catherine ressentit chaque absence comme une petite blessure, même si elle se disait qu'elle n'avait pas d'importance. Il y eut Lady Ashford, la mère d'Edmund, qui arriva sans s'annoncer, s'assit raidement dans le salon et dit avec un venin à peine contrôlé « Vous avez détruit la réputation de mon fils et volé son héritier, et je ne vous le pardonnerai jamais. » Catherine sentit la présence d'Adrien derrière son fauteuil comme un bouclier, alors qu'elle répondait avec un calme surprenant. « Votre fils s'est détruit par ses propres choix, et l'enfant que j'ai porté méritait mieux qu'un père qui l'aurait considéré comme rien de plus qu'une propriété. » La femme plus âgée partit dans une tempête de soie bruissante et de fureur impuissante, et Catherine découvrit qu'elle ne ressentait que de la pitié pour une femme si liée par l'orgueil qu'elle ne pouvait voir la vérité devant elle. À travers tout cela, Adrian resta inébranlable, apparaissant à intervalles réguliers pour prendre de ses nouvelles, apportant des rafraîchissements, interceptant les invités particulièrement difficiles avec son autorité ducale, et Catherine réalisa que son soutien n'était pas simplement de façade, mais authentique, qu'il la voyait vraiment comme sa partenaire et son égale malgré toutes les complications de leur union. Quand la dernière visiteuse fut partie et que la maison retomba dans le calme, elle le trouva dans la bibliothèque avec James endormi dans le creux de son bras. La vue d'eux ensemble fit éclore quelque chose de chaud et de précieux dans sa poitrine. Adrian leva les yeux, sourit et dit « Tu as été remarquable aujourd'hui, tu leur as tous fait face avec une telle grâce. » Et Catherine s'installa à côté de lui, prit soigneusement le bébé dans ses propres bras et dit « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Adrian. Tu m'as rendu quelque chose que je croyais avoir perdu à jamais, la capacité de garder la tête haute et de revendiquer ma propre valeur. » Ils restèrent assis ensemble dans un silence complice, tandis que la lumière du soleil printanier filtrait à travers les fenêtres et illuminait les grains de poussière dansant dans l'air. Et Catherine pensa que c'était peut-être à cela que ressemblait le bonheur, non pas de grands gestes ou de déclarations dramatiques, mais des moments calmes de soutien mutuel et de confiance croissante. Elle réalisa que James prospérait, prenant du poids et de la force chaque jour qui passait, et ils avaient décidé ensemble de le nommer James Alexander Blackwood. Lorsqu'ils le firent baptiser la semaine suivante dans la chapelle de Rothermere, l'église était pleine de ceux qui avaient choisi de les soutenir, et le printemps était véritablement arrivé, les jardins éclatants de jonquilles et de fleurs de cerisier. Et Catherine vit dans ce renouveau saisonnier un symbole de sa propre transformation, de l'hiver stérile de son premier mariage à ce printemps timide et plein d'espoir de nouveaux commencements. Les mois qui suivirent se déroulèrent avec une douce inévitabilité que Catherine n'avait jamais connue dans son premier mariage. Au milieu de l'été, elle avait pleinement endossé le rôle de duchesse de Rothermere, s'acquittant des responsabilités de la gestion de la maisonnée
et des obligations sociales avec une confiance qui la surprenait elle-même. Elle découvrit qu'Adrian l'avait discrètement préparée à ce rôle depuis le début par ses explications patientes et son soutien constant. La transformation de leur relation, de la formalité prudente à une intimité sincère, se fit si progressivement que Catherine ne pouvait désigner un seul moment où tout avait changé. C'était plutôt une accumulation de petits gestes et de soirées tranquilles qui se superposaient comme des couches de soie, jusqu'à ce qu'un matin, elle se réveille dans sa chambre et réalise que la présence d'Adrian à ses côtés lui manquait, avec une douleur qui n'avait rien à voir avec la gratitude ou la convenance, mais tout à voir avec l'amour. Cela commença par des nécessités pratiques, la nuit où James eut des coliques et ne cessait de pleurer. Catherine arpentait la nurserie depuis des heures quand Adrian apparut en robe de chambre et prit simplement le bébé de ses bras en disant « Va te reposer, je vais marcher avec lui ». Elle était trop épuisée pour protester, et quand elle se réveilla des heures plus tard, elle trouva Adrian endormi dans le fauteuil à côté de son lit, James paisiblement contre son épaule. Cette vue lui serra la gorge d'émotion. Après cela, les frontières entre leurs chambres séparées devinrent de plus en plus poreuses, Adrian apparaissant pour aider avec les tétés de fin de soirée, ou Catherine le cherchant quand James faisait quelque chose de nouveau et de charmant. Il y avait des soirées tranquilles dans la bibliothèque, où elle s'asseyait avec sa couture, pendant qu'il lisait à voix haute de la poésie ou de la philosophie, et elle découvrit que sa voix apaisait quelque chose d'agité dans son âme. Il y avait aussi des rires, sincères et sans retenue, comme l'après-midi où James régurgita sur le gilet impeccablement taillé d'Adrian, et, au lieu de montrer de l'irritation, Adrian avait ri avec un plaisir si pur que Catherine s'était jointe à lui, et ils s'étaient effondrés ensemble sur la banquette dans un fou rire qui ressemblait à un petit miracle. Catherine regarda Adrian se transformer sous ses yeux, la réserve ducale sévère, fondant pour révéler un homme d'une chaleur et d'une espièglerie inattendue. Il était dévoué à James avec une tendresse qui n'avait rien à voir avec le devoir et tout à voir avec un amour sincère. Elle le vit enseigner des comptines à leur fils et faire des grimaces pour susciter des sourires, et une fois, elle le trouva simplement tenant le bébé endormi et le regardant avec une expression d'un émerveillement si profond qu'elle dut se détourner pour cacher ses larmes. Elle réalisa qu'Adrian avait été seul depuis si longtemps, que son isolement avait été aussi complet que le sien, et qu'ils se guérissaient mutuellement à travers ces petites intimités quotidiennes, à travers la construction de quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. La nuit où elle emménagea définitivement dans sa chambre se fit sans discussion formelle. C'est simplement qu'elle s'était endormie à côté de lui après qu'ils eurent parlé tard dans la soirée de leurs espoirs pour l'avenir de James. Quand elle se réveilla dans la lumière grise de l'aube pour trouver son bras autour de sa taille et son souffle chaud contre ses cheveux, elle ne ressentit aucune alarme, mais un profond sentiment de justesse. Adrian s'agita, ouvrit les yeux et la regarda avec une question dans leur profondeur, et Catherine répondit en se rapprochant et en pressant sa paume contre sa joue. Il l'embrassa avec une révérence qui lui fit comprendre que ce n'était pas simplement du désir, mais quelque chose de bien plus précieux. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans l'enchevêtrement des draps, le soleil du matin peignant des rayures sur le sol, Adrian murmura « Je n'ai jamais osé espérer que tu pourrais en venir à m'aimer en retour. » Et Catherine réalisa, avec un choc, qu'elle l'aimait, profondément et complètement, non pas avec la passion désespérée de la jeunesse, mais avec quelque chose de plus substantiel et de plus durable. Et elle dit « Je suis vraiment heureuse, Adrian. Peut-être pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureuse. » Et elle le pensait de chaque fibre de son être. Alors que l'été s'approfondissait dans son abondance dorée,
Catherine se retrouva transformée non seulement dans ses circonstances, mais aussi dans son esprit, n'étant plus la femme brisée qui avait fui dans la honte, mais quelqu'un de nouveau, de plus fort, quelqu'un capable de recevoir et de donner de l'amour sans réserve. La nouvelle leur parvint par un matin d'automne gris, lorsque les feuilles avaient commencé leur reddition annuelle au vent. L'avoué d'Adrian arriva avec des rapports indiquant que les fiançailles d'Edmund avec la jeune héritière s'étaient dissoutes au milieu de rumeurs d'irrégularités financières et de questions sur son caractère qui s'étaient apparemment avérées trop lourdes pour le père prudent de la mariée. Catherine ressentit un nœud complexe d'émotions en entendant les détails, un mélange de justification et de quelque chose qui aurait pu être de la pitié pour l'homme qui avait été autrefois son mari. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement traiter cette information, une autre lettre arriva 3 jours plus tard, celle-ci livrée directement à Catherine et écrite de la propre main d'Edmund. Les mots étaient alternativement suppliants et menaçants, affirmant qu'il avait été ruiné par des mensonges et qu'elle lui devait une compensation pour les dommages que son remariage avait causés à sa réputation. Il y avait une suggestion à peine voilée qu'il pourrait rendre publique certaines affirmations sur la paternité de James si elle ne lui fournissait pas une aide financière. Les mains de Catherine tremblèrent en la lisant, non pas de peur précisément, mais de colère qu'Edmund tente encore de manipuler et de contrôler, même depuis sa position diminuée. Elle apporta immédiatement la lettre à Adrian, qui la lut avec une expression qui devint progressivement plus froide jusqu'à ce que son visage puisse avoir été taillé dans le marbre. Il dit doucement « Il a finalement dépassé les bornes au-delà de toute rédemption. » Et Catherine vit dans ses yeux une fureur d'autant plus dangereuse qu'elle était totalement contrôlée. Adrian convoqua son avoué et son homme d'affaires et passa l'après-midi enfermé dans son bureau. Lorsqu'il en sortit au coucher du soleil, il trouva Catherine dans la nurserie avec James et dit « Edmund viendra ici demain. J'ai fait savoir que nous le recevrons, et cela se terminera une fois pour toutes. » Catherine sentit sa colonne vertébrale se redresser de résolution alors qu'elle hochait la tête et disait « Nous lui ferons face ensemble, comme nous avons fait face à tout le reste. » Et l'expression d'Adrian s'adoucit alors qu'il s'approchait d'elle, déposait un baiser sur son front et murmurait « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue, et il ne vous fera plus de mal, ni à toi, ni à notre fils. » Edmund arriva l'après-midi suivant dans un carrosse de location qui en disait long sur sa situation réduite. On le fit entrer dans le salon de réception où Catherine et Adrian attendaient côte à côte, présentant un front uni qui dut être immédiatement apparent. Edmund paraissait plus vieux que dans le souvenir de Catherine, son visage marqué par la dissipation et ses vêtements, bien que chers, montrant des signes d'usure. Il commença par fanfaronner, exigeant de l'aide comme si c'était son droit, parlant de leur ancien mariage comme s'il lui donnait une revendication permanente sur ses ressources. Catherine sentit la main d'Adrian trouver la sienne sous les plis de sa jupe et puisa de la force de ce soutien silencieux, alors qu'elle disait avec un calme remarquable « Tu m'as répudié publiquement et cruellement, Edmund. Tu as rompu tous les liens entre nous, et tu n'as aucune revendication sur moi ou mon enfant. » Et le visage d'Edmund rougit de colère, alors qu'il se tournait vers Adrian et disait « Tu as volé ce qui était à moi, la femme et l'héritier, et tu paieras pour ce vol. » Mais Adrian se contenta de sourire, une expression froide et terrible, et tira de sa poche une liasse de documents en disant « J'ai ici la preuve de vos dettes, qui s'élèvent à plus de 15 000 livres, et la documentation de vos tentatives d'escroquer des investisseurs dans une entreprise de transport maritime qui n'a jamais existé, ainsi que des dépositions de témoins concernant votre comportement envers 3 femmes différentes de vertu douteuse à qui vous avez promis le mariage alors que vous étiez encore fiancé à mademoiselle Hartford. » Et à chaque révélation,
Edmund pâlissait davantage, et Adrian continua avec une précision implacable. « Si jamais vous contactez à nouveau ma femme, si jamais vous prononcez le nom de James en public, si vous faites la moindre tentative d'interférer dans nos vies, je veillerai à ce que ces documents parviennent non seulement aux magistrats, mais à tous les journaux et feuilles de scandale de Londres, et ce qui reste de votre réputation sera entièrement détruit. Me comprenez-vous » Et Edmund comprit. Catherine pouvait le voir dans l'affaissement de ses épaules et la défaite dans ses yeux. Il partit sans un autre mot, grimpant dans son carrosse de location et disparaissant au bout de l'allée. En moins de 15 jours, ils apprirent qu'il avait quitté Londres entièrement, se retirant dans un coin reculé du pays où son nom et sa honte étaient inconnus. Catherine se tenait à la fenêtre, regardant la pluie d'automne et ne ressentant pas de triomphe, mais un profond sentiment de liberté, comme si la dernière chaîne, la liant à ce passé douloureux, avait enfin été rompue. Quand Adrian vint se tenir à côté d'elle et demanda doucement « Est-ce que ça va ?» Elle se tourna vers lui, des larmes sur les joues, et dit « Je suis libre, vraiment libre, enfin !» Et il la prit dans ses bras et la serra tandis qu'elle pleurait, non de chagrin, mais de soulagement, et le passé était enfin, irrévocablement, enterré. Une année s'était écoulée depuis la naissance de James, et l'automne était revenu pour peindre la campagne dans des tons d'ambre et de cramoisi. Mais cette fois, la saison ne parlait pas à Catherine de faim et de chagrin, mais plutôt d'abondance et de récolte, de la plénitude qui vient après une culture patiente. Elle se tenait à la fenêtre de leur domaine de campagne, regardant Adrian dans les jardins en contrebas avec leur fils. James marchait maintenant avec la détermination chancelante d'un enfant qui venait de dépasser son premier anniversaire, et Adrian s'accroupissait à côté de lui, montrant du doigt les feuilles éclatantes et les roses tardives. La main de Catherine reposait inconsciemment sur le léger gonflement de son ventre, où une nouvelle vie grandissait. Cet enfant, indéniablement celui d'Adrien, conçu dans l'amour plutôt que dans le devoir, et cette connaissance la remplissait d'une joie si profonde qu'elle lui arrachait parfois des larmes à des moments inattendus. La transformation de leur vie semblait relever du miracle lorsqu'elle s'autorisait à y réfléchir. Elle pensait souvent à la femme brisée qui avait fui à travers les rues détrempées de pluie avec une seule malle, et se demandait si cette Catherine aurait pu imaginer cet avenir, cette plénitude, ce sentiment d'appartenance si complet qu'elle devait parfois se rappeler que c'était réel et non un simple rêve dont elle pourrait se réveiller. Adrian avait changé aussi. La réserve sévère qu'il avait autrefois définie n'étant plus visible que dans ses relations avec le monde extérieur, tandis que dans l'intimité de leur foyer, il était doux et enjoué, dévoué à James avec un véritable amour de père et attentif à Catherine avec une affection sincère de mari. Elle avait appris la géographie de ses sourires, le rare sourire complet qui transformait entièrement son visage et la petite courbe privée de ses lèvres qui n'était réservée qu'à elle, et elle chérissait les deux. Il s'était installé de façon permanente au domaine de campagne après la défaite finale d'Edmund, préférant la paix de la vie rurale aux exigences de la société londonienne, bien qu'ils aient conservé la maison de ville et fait des apparitions occasionnelles lorsque le devoir l'exigeait. Catherine avait découvert qu'elle avait un talent pour la gestion de domaine, et Adrian la consultait sur les décisions concernant les locataires et les améliorations, traitant ses opinions avec un respect qui aurait choqué ceux qui se souvenaient d'elle comme de l'épouse diminuée d'Edmund. Ensemble, ils avaient créé quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient possédé auparavant, un véritable partenariat fondé sur une estime mutuelle et un amour grandissant. Le domaine lui-même semblait répondre à leur bonheur, les jardins s'épanouissant et la maisonnée fonctionnant avec une efficacité fluide, et les locataires parlaient d'eux en bien au village. Catherine avait commencé à aider discrètement les femmes en difficulté, en leur fournissant un emploi à la maison
ou une aide pour trouver des situations ailleurs. Et Adriane soutenait ses efforts sans poser de questions, comprenant peut-être qu'elle guérissait ses propres blessures en aidant les autres. Ce soir-là, après que James eut été installé dans la nurserie avec sa nourrice dévouée, Catherine et Adriane s'assirent ensemble dans la bibliothèque où ils avaient passé tant d'heures tranquilles au début de leur mariage. Mais maintenant, il n'y avait plus de distance prudente entre eux. Elle était blottie contre lui, son bras autour de ses épaules et sa tête reposant dans le creux de son cou. Le feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant une lumière chaude sur les murs tapissés de livres. La main d'Adriane se déplaçait doucement sur son ventre, cherchant le frémissement d'un mouvement encore trop faible pour que quiconque, sauf Catherine, puisse le percevoir. Elle couvrit sa main de la sienne et dit doucement « Je n'aurais jamais pensé pouvoir être aussi heureuse. Je n'ai jamais osé imaginer que la vie pouvait contenir un tel contentement. » Et Adrien se tourna pour déposer un baiser sur sa tempe et murmura « Tu m'as donné tout ce que je ne savais pas dont j'avais besoin, une famille, une maison qui est plus qu'une simple maison, une raison de me réveiller chaque matin avec gratitude plutôt que par devoir. » Et Catherine leva son visage vers le sien et dit avec le même émerveillement qu'elle avait ressenti un an plus tôt, mais maintenant sans peur ni hésitation. « Je t'aime, Adriane, si complètement que parfois je ne comprends pas comment j'ai pu vivre avant sans savoir ce que c'était. » Et il l'embrassa alors avec une tendresse infinie. Plus tard, alors qu'ils montaient les escaliers vers leur chambre commune, les doigts entrelacés, Catherine pensa que l'automne était en effet revenu, mais qu'il apportait non pas le froid de la perte, mais la chaleur de la récolte, non pas le souvenir de la honte, mais la promesse d'une abondance continue. Elle avait été transformée, d'une femme que la société avait rejetée comme brisée, en quelqu'un d'entier et d'aimé, et le miracle de cela ne cesserait jamais de la remplir d'un étonnement silencieux.